Eh bien, pour plus de précisions sur cette réunion, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. l'ingénieur Abdel Nasser Taha, qui est un expert en économie. Bonsoir, M. l'ingénieur Abdel Nasser Taha. Bonsoir à vous. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de cette réunion. Donc, c'est le président ici qui s'est entretenu avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables Mahmoud Asmat. On parle de la consommation, de la nécessité justement de fournir assez d'électricité qui répond à la hausse de la demande, qui répond à la consommation de la population égyptienne. Mais on parle aussi d'un dossier assez important. Il s'agit de l'interconnexion électrique avec les pays voisins. Quels sont les points les plus importants selon vous dans cette réunion? Merci, c'est très important. Comme on voit récemment que l'énergie, c'est la guerre d'aujourd'hui. La sécurité énergétique est très essentielle pour l'Égypte. Et comme le rapport a exprimé que l'État veut bien être un joueur régional dans le domaine de l'énergie et surtout l'électricité. De mon point de vue, je considère que l'Égypte pourra facilement jouer un rôle principal d'être un portail principal de l'économie verte et des solutions de l'énergie et de l'environnement pour l'Afrique. Les pays d'Afrique et les relations avec les pays africains est très essentielle, très stratégique. Les Africains aiment travailler avec l'Égypte comme allié très proche. Et aussi, les Égyptiens possèdent de l'expérience internationale dans différents domaines technologiques. Comme l'Égypte a besoin de l'Afrique, l'Afrique aussi a besoin de l'Égypte et ces relations stratégiques sont très essentielles aujourd'hui dans le domaine de l'environnement, de la technologie et surtout de l'énergie. Vous savez bien qu'il y a des entreprises égyptiennes, de grandes entreprises égyptiennes qui travaillent dans le marché africain, qui font des projets d'infrastructure en Afrique comme le Swedi, le Maoulin Arab Contractors. Et ils jouent comme ambassadeurs de travaux, de business et d'énergie en même temps. Ce dossier est très important, surtout aujourd'hui. Et l'exportation de l'électricité, en plus, nous ramène des revenus dont on a besoin. Et notre infrastructure qui a été créée les dernières années dans le domaine de l'infrastructure et surtout de l'électricité est très essentielle et on pourra avoir des grands revenus ces jours-ci, j'espère. Et surtout à la lumière de l'investissement de l'Égypte dans le monde de l'énergie renouvelable, que ce soit avec la mise en place de panneaux solaires, les éoliens et autres. Oui, augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable, on se voit récemment dans les dernières années. On doit les augmenter de plus en plus et il y a une stratégie nationale pour créer l'investissement et la création d'énergie verte. Très bien. Merci beaucoup à vous, M. Abdel Nasser Taha. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On parle de l'électricité, on parle de l'investissement de l'Égypte dans ce domaine et surtout en ce qui a un rapport avec être un hub énergétique régional, si vous le voulez bien. On parle de l'Afrique, donc c'est ainsi que nous passons à ce dossier clé. C'est la 39e édition du sommet de l'Union africaine tenu actuellement à Addis Abeba, qui a ouvert en fait ses activités hier samedi. Je vous rappelle que le chef de la diplomatie, Badr Abdelati,
participe au nom de l'Égypte à ce forum, si vous le voulez bien. Je vous rappelle que le chef de la diplomatie, ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a prononcé hier une allocution au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la présentation du rapport du comité d'orientation directif des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Badr Abdelghati a déclaré que l'Égypte entend organiser un sommet d'affaires africain cette année afin de renforcer les liens entre les gouvernements et les institutions financières. Il a souligné que les priorités de l'Égypte durant sa présidence du NEPAD s'articulaient autour de deux axes principaux, la restructuration et le développement des activités de l'agence et l'intensification des efforts de mobilisation des fonds destinés à des domaines d'une grande importance pour le continent. Intervenons donc au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelghati, qui a présenté, je vous le rappelle, hier samedi 14 février, le rapport annuel sur les activités du Conseil de paix et de sécurité, ainsi que sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique devant la session ordinaire du sommet de l'Union africaine. Au début de son intervention, le ministre Abdelghati a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi en sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois en cours aux chefs d'État et de gouvernement participant au sommet. Il a réaffirmé l'engagement ferme de l'Égypte à soutenir le système de paix et de sécurité, contribuant ainsi à la prévention des conflits, à la préservation de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale des États et à la réalisation des aspirations des peuples africains pour la stabilité et le développement. Il a insisté sur la nécessité d'adopter une approche globale pour renforcer la sécurité en Afrique, prenant en compte les défis complexes, notamment le terrorisme et les interventions extérieures portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité des États. Il a souligné l'importance de renforcer les systèmes d'alerte précoce et de mobiliser les outils de la diplomatie préventive et de médiation afin de traiter les foyers de tension dès leur phase initiale et d'éviter leur aggravation, contribuant ainsi à consolider la stabilité et à protéger les ressources des États africains. Concernant les activités du Conseil de paix et de sécurité, le ministre Abdelghati a indiqué que le Conseil a tenu 70 réunions au cours de l'année écoulée, examinant 80 points à l'ordre du jour. Les conflits et les transitions politiques représentaient 36% des sujets, tandis que les questions thématiques en constituaient 34%. Le Conseil a également tenu 5 sessions extraordinaires concernant Madagascar, le Soudan, la Guinée-Bissau et le Bénin, illustrant sa réactivité face aux évolutions et son rejet catégorique des changements non constitutionnels de gouvernement. Il a noté que le Conseil a adopté 63 communiqués de clôture au cours de l'année dernière. En ce qui concerne le développement dans les zones de conflit, le ministre Abdelghati a présenté les principaux progrès réalisés par le Conseil, notamment la levée de la suspension de la participation du Gabon et de la Guinée après la tenue d'élections présidentielles réussies et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Il a également évoqué le renouvellement du mandat de la force multinationale conjointe pour combattre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et a souligné le rôle central de la mission de l'Union africaine pour le soutien à la stabilité en Somalie, précisant que cette mission continue de progresser sur le terrain malgré un déficit de financement. Il a renouvelé l'appel à assurer un financement durable et prévisible pour permettre à la mission de remplir pleinement son mandat. Dans le même contexte, le ministre Abdelghati a évoqué l'évolution de la situation au Soudan, affirmant le suivi constant du Conseil de paix et de sécurité sur cette crise, ainsi que son engagement à soutenir les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu et à parvenir à un règlement politique global, préservant l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, répondant aux aspirations de son peuple pour la sécurité et la stabilité. Il a également souligné le rôle central du trio africain au Conseil de sécurité à 3 dans la défense des positions africaines unifiées, tout en poursuivant le soutien aux États en transition politique par des missions sur le terrain et des réunions consultatives informelles pour renforcer la stabilité.
Le ministre a rappelé l'engagement du Conseil de paix et de sécurité à remplir son mandat, appelant les États membres et tous les partenaires à continuer de soutenir les efforts visant à faire taire les armes d'ici 2030 et à réaliser les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il a conclu en soulignant que le Conseil continue de soutenir les pays en transition politique en organisant des missions sur le terrain et des consultations pour renforcer les efforts de stabilisation et réaffirmer le respect de la souveraineté des États et le rejet de toute ingérence extérieure portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de leur territoire.